il y a une affaire que vous connaissez très bien et qui est quand même centrale et qui est très curieusement liée à l'affaire Epstein, c'est l'affaire Iran-Contra. Est-ce que vous pouvez Oui. parler de cette affaire Iran-Contra? Parce que moi, j'ai appris que Epstein avait récupéré le réseau Ab- aéroporté de l'histoire a- de l'Iran-Contra. C'est sidérant, quand même. Absolument. Il y a un livre qui parle de ça déjà aux États-Unis. Vous avez D'accord. des détails là-dessus. Je vais vous envoyer le livre après si vous voulez. Euh, oui, lorsqu'il y a eu l'affaire Iran-Contra, donc déjà il faut savoir que cette affaire, elle a été pensée aux États-Unis par l'équipe d'Oliver North et en Bolivie par euh, euh, Klaus Barbie, qui Osman. était le conseiller qui a expliqué comment il fallait faire. D'accord. Mais il a été arrêté par les Français avant de pouvoir faire l'application. D'accord. Mais il a été le conseiller de la chose. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi le principe de Iran-Contra, l'idée derrière. Donc, l'idée, c'est que le gouvernement des États-Unis n'a pas le droit à ce moment-là de soutenir les Contras au Nicaragua contre les sandinistes. Et il y a une loi qui lui interdit de faire ça. Donc, on va faire venir des armes israéliennes au Nicaragua pour soutenir les Contras. D'accord. Mais Israël ne peut pas le faire publiquement parce qu'on on verrait trop vite la combine. Donc, Israël prend contact avec des Iraniens qui vont faire le trafic. Et l'Iran est un allié officiel des sandinistes. Oui, Mais d'accord. alors que l'Iran de Khomeini est allié des sandinistes, le président du Parlement va soutenir les contrats. D'accord. Donc, c'est dire les batailles entre eux, hein. Oui, d'accord, je vois. Et le président du Parlement va à ce moment-là négocier beaucoup de choses avec les Israéliens, notamment il va négocier des armes pour son pays dans le cadre de la guerre que lui livre l'Irak. D'accord. Et de tout ce trafic, le président du Parlement va devenir l'homme le plus riche de son pays, un milliardaire absolument incroyable, Rafsanjani. Ouais, d'accord. Ok. Donc, il faut bien comprendre que Khomeini et Rafsanjani, c'est pas du tout la même longueur d'onde. Mais c'est quand même hallucinant parce qu'on sait que la guerre Iran-Irak, par exemple, elle a été totalement planifiée par les Américains en manipulant l'Irak contre l'Iran. Oui. On peut Et pas dire. La France soutenait l'Irak contre l'Iran. Nous avons envoyé le porte-avions Charles de Gaulle soutenir l'Irak contre l'Iran avec des avions français dont on avait repeint l'écusson, on avait mis l'écusson irakien à la place, et des avions français avec des pilotes français sont allés bombarder l'Iran. Parce que l'idée, c'était que l'Occident dégage le régime iranien déjà à l'époque. Et ils n'avaient pas réussi. Oui, Ok. c'est pour ça qu'il y a eu après les attentats en France et toutes les histoires après et la libération de terroristes euh, en France qui a été organisée par Charles Pasqua qui a dit partez vite et tout est rentré dans l'ordre après. Alors, du coup, pour revenir à l'affaire Iran-Contra, en fait, Mhm. ça a créé tout un parc aérien occulte dédié aux livraisons d'armes et d'argent ou de peut-être même de drogue en même temps. On ne sait pas. Quel- quel- Drogue, je ne sais pas, mais il y a eu énormément de livraisons d'armes. C'était gigantesque le trafic qui a été fait. et quand ça. Puisque Oui, Rafsanjani a contrôlé lui-même toutes les armes des États-Unis au Nicaragua, toutes. C'est une guerre énorme hein, qu'ils ont fait là-bas. Et toutes les armes de l'Iran dans la guerre Iran-Irak. on parle donc de milliards, en fait, au niveau de flux. C'est gigantesque, oui. Et c'est ce fret aérien qu'a récupéré Jeffrey Epstein quand ça s'est arrêté, en fait, pour lui, pour son trafic de prostituées. Voilà, C'est hallucinant, cette histoire. oui.
Ok. Oui, mais il était déjà impliqué dès le début dans l'affaire euh, euh, Iran-Contra. Et vous pouvez Dès le citer, début. parce qu'on a parlé de quelques personnages impliqués dans l'Iran-Contra, mais citer quelques personnages de premier ordre aux États-Unis, notamment, qui sont toujours d'actualité dans la politique néoconservatrice américaine, d'ailleurs. Il y a surtout Elliot Abrams, qui a été condamné aux États-Unis pour sa participation à l'Iran-Contra. Il a été gracié d'une manière invraisemblable, mais il a été condamné à de la prison ferme, hein, et c'était grave. Euh, Parce qu'il avait contourné les interdictions du Congrès. Donc c'était un crime très grave. Et en plus, Elliot Abrams, il a assassiné plein de gens, il a organisé la mort de plein de gens Ouais. en Amérique latine. Donc Elliot Abrams, aujourd'hui, c'est lui le vrai chef d'Israël. Personne ne vous le dit, mais c'est lui qui a organisé l'alliance autour de Benjamin Netanyahou. L'actuel gouvernement avec ce qu'on appelle l'extrême droite israélienne, comme si Netanyahou n'était pas d'extrême droite. Donc, cette alliance, c'est Elliot Abrams qui l'a organisée, et c'est lui qui a organisé le changement de législation, parce qu'il n'y a pas de constitution en Israël, mais le changement de régime, en fait, puisqu'aujourd'hui, Israël n'est plus du tout une démocratie, même si on continue à le répéter, mais ça n'est plus une démocratie. Mais il est âgé, cet Elliot Abrams. On aurait pu croire qu'il allait disparaître de la scène politique, et en fait, il est toujours présent au sein de l'administration Trump d'une certaine manière. Alors, non, lors de la première administration de Trump, Oui. euh, Trump lui avait confié le dossier iranien et le dossier vénézuélien. Ouais. Donc, on pouvait se Parce douter. qu'en fait, non, mais je dois expliquer. Trump voulait avoir la paix. Et il savait que s'il ne donnait pas un os à ronger à ce personnage et à le groupe qui est derrière, il ne pourrait pas gouverner. C'est pas de la naïveté de votre part de le croire, honnêtement. Non, mais attendez, je raconte ce qui s'est passé. Bon. Donc, Elliot Abrams s'est effectivement occupé de ces deux dossiers et il a immédiatement commencé à préparer une invasion militaire du Venezuela. Trump n'a rien dit, mais la veille du débarquement des États-Unis, Trump a démis Elliot Abrams et il a arrêté l'opération. On en était en train de parler d'Abrams, d'Elliot Abrams et de Mhm. son rôle dans l'administration américaine. Vous disiez qu'il Mhm. était prêt à envahir le Venezuela et que Trump, au dernier moment, a stoppé. Absolument, et l'a renvoyé brutalement. D'accord. Et donc, le Et rôle donc aujourd'hui, il est en Israël, c'est lui qui dirige en fait l'évolution de l'État israélien. Et là, pour lancer cette guerre, ils ont mené une opération assez compliquée en fait, puisqu'il s'agissait de faire croire à Trump qu'il ne pouvait pas ne pas intervenir. Donc à la fois, ils lui ont fait croire qu'ils allaient utiliser une bombe atomique contre l'Iran. alors, Donc attendez, évidemment, est-ce que là, c'est de la oui. spéculation ou c'est des faits? Parce que moi, j'ai Ah, beaucoup. ce sont des faits. Ben, Moi, j'ai expliqué ça dès le début. C'est attesté pour l'opération de la précédente, Marteau de minuit, en juin dernier. Euh, Là, c'est clair que Israël allait employer une bombe atomique et ne l'a pas employée parce que les États-Unis sont intervenus. mais Thierry Messant, une bombe Oui. atomique sur quoi? Ah, mais ça, j'en sais rien. Mais Parce que Téhéran, c'est ça aurait 9 été Téhéran, c'est 9 oui. millions d'habitants. Ils n'allaient pas tuer 9 millions de personnes. C'est impossible au point de vue international que c'est été validé et que Israël n'ait pas été mis au bord Non, des nations et ce genre de choses. C'est pas, on est non, dans... mais de toute manière, ils auraient été mis au banc des nations. C'est une folie de vouloir faire ça. Mais ils faisaient croire, en tout cas, leur personnel militaire était persuadé qu'on allait utiliser la bombe atomique.
Parce que il suffisait à Trump de dire Israël veut utiliser l'arme atomique, moi je ne suis pas ça, je me dégage de cette histoire. Il pouvait faire ça publiquement et en sortir de cette manière. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Trump est innocent dans cette histoire. Parce qu'il n'avait aucune raison. Qu'est-ce qui l'a forcé à intervenir pour aller avec Israël? Il pouvait très bien dénoncer Netanyahou à un moment donné et dire que trop, c'était trop. Oui. Mais la seule chose qui dirige ce que fait Donald Trump, c'est d'éviter l'effondrement économique des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui sont extrêmement endettés. Euh, si vous faites le ratio par rapport au nombre d'habitants, je crois qu'ils sont 3 fois plus endettés que les Français. C'est incroyable. Donc c'est quelque chose que personne ne peut supporter, cette dette. Il suffit que une grande banque demande à être remboursée de l'argent qu'elle a prêté aux États-Unis et tout va s'effondrer. Mais les Américains sont responsables de leurs conneries, excusez-moi, faut Non, pas. mais bien sûr, mais je dis pas, je dis pas. Mais j'essaie d'expliquer ce qui se passe. D'accord. Donc, Donald Trump, pour maintenir en vie les États-Unis, a besoin de l'appui de grands banquiers internationaux. Il se trouve que tous les grands banquiers internationaux, ce sont tous des juifs sionistes. Donc, il ne va jamais dire quelque chose contre Israël en public. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que Donald Trump est tenu par Netanyahou via l'affaire Epstein avec une histoire d'une gamine de 13 ans Pas qui du tout, est portée. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a quand même, quand on s'intéresse à l'affaire Epstein, Mhm. une grande ambiguïté dans l'administration Trump, notamment en 2019 d'avoir bloqué une enquête sur le Zorro Ranch où il y aurait eu des cadavres Oui, oui. de filles. Et c'est Trump qui est Aujourd'hui, derrière. oui, mais aujourd'hui, on est en train de le fouiller, le Zorro Ranch. D'accord. Ok. Donc vous pensez que vous faites partie de ceux qui pensent que Trump a fait sortir le scandale Epstein et a participé à le faire sortir. Vous pensez il ne fait pas partie du scandale. Moi, j'ai rien qui me permet de le penser, qu'il fasse partie de ce scandale. Rien. D'accord. Et même ce qu'on a vu dans les échanges dans le dossier Epstein avec cette fille de 13 ans qui l'aurait violentée après qu'elle ait enfin, Oui, mais qui l'aurait violenté? Non, mais il y a plein d'accusations. C'est pas des accusations qu'il nous faut, hein. oui, C'est des choses concrètes, parce que là, on a affaire à des menteurs professionnels, hein. oui, vous pouvez toujours avoir des gens qui disent qu'ils veulent de l'argent, quelqu'un qui monte une Absolument, absolument. la justice, c'est quelque chose de sérieux, on est d'accord. Bon, nous, on en était donc à l'Iran-Contra. Donc, on suit Mhm. un peu la progression. Donc, le régime iranien, pendant toutes ces époques, a été quand même constant, où il y a eu des variations très importantes. Mais considérable, considérable les variations entre la période révolutionnaire de Khomeini. Et il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs périodes dans cette période, puisque au début il arrive, euh, tout paraît simple quand il arrive, puis il y a la guerre Iran-Irak, qui est une guerre comparable à la Première Guerre mondiale, hein. C'est un désastre humain. Le nombre de morts, c'est gigantesque, comme ça l'a été pendant la Première Guerre mondiale en France. La guerre Iran-Irak, elle est provoquée par la révolution. C'est les États-Unis disent à l'Irak, euh, euh, Khomeini, c'est pas celui qu'on croyait, on a eu tort de le mettre au pouvoir, démolissez ce mec. En même temps, les États-Unis ont permis à Israël d'armer l'Iran en même temps. ils ont joué sur les deux tableaux, quoi. Voilà. Ok. Ce que les États-Unis voulaient, c'est que ni l'Irak ni l'Iran ne gagnent. Parce qu'elle a duré longtemps, cette guerre, et finalement, 10 ans, l'Iran a résisté à cette agression et a repoussé l'Irak, on va dire comme ça. Parce qu'il n'y a pas eu de vrai vainqueur dans cette histoire. il n'y a pas eu de vrai vainqueur. En coût humain, ça se chiffre à quoi, si vous avez une idée? Ah, je sais pas là, mais il y avait plus d'1 million de morts. C'est quelque chose d'absolument désastreux. C'est Et, quand vous allez en Iran, tout le monde a eu des morts dans sa famille. Absolument tout le monde. d'accord. Et cette guerre s'est arrêtée pour une raison particulière? Parce qu'il y avait plus de, il y avait plus de combattants. Tous les gens qui étaient aptes au combat étaient tous morts. C'était
Il y avait C'est plus. effrayant ce qu'il y a eu. En fait, ils ont fait un constat d'échec, en fait, au niveau Des de. deux côtés, oui, des deux côtés. D'accord. Et sur toute la période qui nous amène aujourd'hui, comment évoluer la population iranienne pour qu'on en soit quand même à une mode très occidentale qui soit présente dans la culture iranienne? Alors, euh, déjà, il faut se rendre compte qu'il y a eu des personnes. Rafsanjani, l'homme de l'affaire Iran-Irak, est devenu président de la République. Donc lui, quand il était président de la République, ce qu'il voulait, c'était un pays capitaliste, rien de plus. Donc, il disait qu'il était romainiste, mais il le disait, mais il ne le faisait pas. Là, C'est c'est- on a affaire, c'est comme, on a affaire là à la partie des industrieux et des gens d'affaires, en fait, de l'Iran. oui, oui, mais c'est comme en France, tout le monde est gaulliste, mais qu'il est vraiment, Ouais, bon, tout le monde le dit, mais ouais. tout le monde se couche devant les États-Unis. C'est pas des gaullistes, ça. Euh, il y a eu donc des alternances. À un moment, Ahmadinejad est venu au pouvoir. Lui, c'était un gardien de la révolution. Et il a voulu revenir à la révolution de Khomeini. Ce qu'il voulait, c'est le côté anti-impérialiste de cette révolution. En France, nous pensons que cette révolution, c'est des, les femmes que l'on voile, etc. Mais Ahmadinejad ne pensait pas ça. Ahmadinejad, il voulait que les femmes n'aient pas de voile et que les hommes puissent raser leur barbe. Il l'a dit publiquement, il a pris position, il y a eu tout un tas de problèmes À là-dessus. ce titre, il y a eu des informations au début comme quoi il avait été tué dans les frappes, mais finalement, Oui. c'est avéré être faux. Il a réussi il a Écoutez, réussi à s'en sortir. on l'a dit une fois, ça a été démenti une deuxième fois, ça a été démenti une troisième fois, ça a été encore démenti. Attendons un peu avant de savoir. Moi, j'ai vu des images de lui qui s'en était sorti et qui était accompagné par les gens, mais je me suis Mhm. posé la question si ça avait été fait par. Aujourd'hui, on peut plus trop se fier aux images parce qu'il y a l'intelligence artificielle Oui, et mhm. ça devient très compliqué de vérifier n'importe quelle information, quoi. Oui, oui. Notamment en ce moment qu'il y a un gros contrôle de ce qui se passe vraiment sur le théâtre d'opération en Israël ou en Iran. Mhm. On ne sait pas trop si on peut se fier à ce qu'on voit en fait. Je pense qu'on ne va pas trop se fier, effectivement. Bon, Beaucoup de ces images sont truquées. Mhm. vous admettez quand même que la société iranienne, notamment dans la jeunesse et la bourgeoisie, est très ouverte sur le mondialisme prôné par les États-Unis. Alors, depuis une vingtaine d'années, les Occidentaux ont créé des chaînes de télévision en langue persane. Non, le persan ne se parle qu'en Iran. Mais par exemple, euh, Euronews est traduit intégralement en iranien. Oui. Mais c'est pas traduit dans des autres langues comme ça, mais spécialement en iranien. Oui, mais le phénomène de l'ouverture au mode occidental passe souvent surtout par les technologies, l'attrait pour la mode, ce Voilà. genre de choses. Donc, donc, par exemple, la Corée du Sud a fait une chaîne en iranien. Bon, alors voilà. Et donc on a la culture K-pop, là, bon, les boys bands, tout ça, mais donc la culture de la jeunesse en Iran, c'est la culture de ces télévisions. Il y a au moins une quarantaine de télés comme ça. C'est une manière qu'ont les Américains de massifier, de globaliser en fait. Oui, oui, oui. Parce que vous savez, ce qui est dramatique, c'est que quand on voit les Cubains, moi j'ai des contacts à Cubains, les jeunes Mhm. générations de Cubains ou les Vénézuéliens, ils sont frappés par le même Oui, uniformisme. C'est pour ça oui, aussi ils sont ciblés, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas comprendre pourquoi Netanyahou se permet de parler directement à la population iranienne en disant qu'il était derrière ou quoi qu'est-ce. C'est qu'il a très bien ciblé qu'il y avait des gens qui étaient ouverts à ce mondialisme, en fait. oui, absolument, absolument. Et c'est dramatique parce que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont une porte d'entrée qui va être exploitée contre eux, finalement. Ah, mais ça, bien sûr qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais Mais je c'est quand l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis comptaient sur la diffusion de séries comme Chapeau melon et bottes de cuir
pour convaincre les Soviétiques que c'était mieux en Occident qu'en Union soviétique. Vous savez, alors c'est très curieux, si je peux me permettre de raconter une anecdote, hein, ça va peut-être vous Mhm. intéresser. Moi, j'ai des contacts avec des Russes. Les Russes ont dû ramasser quand même dans la période soviétique, même s'il y a des nostalgiques et des gens qui disent qu'il y avait des choses Mhm. très bien. Moi, j'ai des Russes qui m'ont dit, ouh là là, nous, Hélène et les garçons, c'était une libération. Vous voyez, vous imaginez Oui, oui, le oui, décalage, oui, bien sûr, le bien décalage. sûr. Mais oui, mais c'est la vérité. C'est dramatique quand même. Je sais pas, ça paraît bizarre parce que l'émigration, enfin, l'émigration, c'est quand même moi, j'ai bossé un peu dans la boîte d'Azoulay, enfin, c'est quand même le Mhm. degré zéro de la platitude. Mais oui, mais faut se rendre compte que il y a cette agression par des télévisions occidentales sur l'Iran et que une partie des dirigeants iraniens ont réagi d'une manière stupide en durcissant leurs lois, en disant ce qui n'est pas occidental, nous devons l'interdire. Ben, S'ils avaient dit c'est occidental et alors que c'est pas grave, et regardez ça une fois, il n'y a pas de problème, bon, les gens, ils auraient regardé 5 ou 6 fois, puis ils auraient arrêté. vous pensez, Mais on leur interdit, et ça, c'est vraiment l'erreur. moi, je pense que, enfin, moi, j'ai pas le même point de vue de vous. Par exemple, je pense que ce qui fait tenir la Corée du Nord, par exemple, c'est le fait que, paradoxalement, ils sont coupés du reste du monde et qu'ils peuvent pas être pervertis. Je pense que plus ils vont s'ouvrir, par exemple, plus, par contre, ils vont avoir ce phénomène de perversion culturelle. C'est très curieux, mais je pense que Oui, les oui, Américains oui, oui, passent par la perversion culturelle, hein. Je veux dire, oui, c'est quand oui, même, c'est dramatique, hein. oui. Pour moi, hein. Je Hmm, pense que enfin, tout ce problème-là, il est central parce que vous avez d'un côté des régimes, par exemple, religieux très opaques, très lourds, très hmm. pesants, et une frustration de la population. Et ce qu'on propose comme alternative à ça, c'est le satanisme du mondialisme quelque part. Donc, c'est Carib et Scylla quelque part. Euh, oui, oui, oui. Je ne vous prends pas en otage hein, quand je dis ça, c'est juste pour avoir votre Non, point de non, la Corée du Nord se protège parce qu'il n'y a pas de télévision satellitaire là-bas. Parce que vous pouvez pas nier que quand même une des plus grosses armes, et on l'a vu en Russie, hein, notamment Hmm, avec la chute de l'URSS, des États-Unis, c'est la subversion par les modes et les cultures. absolument. Mais les Russes, au bout de 10 ans, ils ont tourné la page, hein, ils n'en voulaient plus. Mais bon, ils se sont jetés là-dedans, et quand ils ont vu ce que c'était, ils sont revenus à la culture russe. Ouais, ils ont mis du temps, hein, parce que ce que vous avez vu, la décadence chez Ah, les Russes, elle est quand même très marquée aussi, hein. Il y a pas, ils ont adopté les modes occidentaux de manière grotesque, hein, quand même, hein. oui, mais euh, le, la dégradation de, de la Russie sous Boris Yeltsin, c'est quelque chose d'absolument spectaculaire. Ça a Vous savez pensé. que l'espérance de vie avait diminué de plus de 10 ans brutalement. Tout s'est effondré. Il y a eu une dette énorme, ils ont eu beaucoup de mal à en sortir. Ils viennent à peine d'en sortir, même, je crois, hein. Mhm. Ouais. Mais il y a un truc qui, moi, me navre un peu, c'est que la Russie s'est quand même embarquée dans le mondialisme contre lequel elle est obligée de se battre aujourd'hui. C'est que moi, j'ai vu des Russes aller à Cuba pour convertir quelque part les Cubains résiduels au mondialisme d'aujourd'hui. Les Russes ne sont pas les forces du bien contre les forces du mal, c'est qu'ils sont aussi embarqués dans une forme de mondialisme, on va dire multipolaire et un peu plus vertueux parce que moins décadent, mais ils sont quand même dans cette décadence mondialiste pro-technologique. Il ne faut pas Alors, être dupe là-dessus non plus. non, là, on doit parler de la Russie, on doit parler de l'Iran. Parce que si on parle de la Russie, c'est un autre sujet, mais on est parti pour Bah, 2 heures, quoi. quelque part, Parce qu'en Russie aussi, il y a plusieurs groupes qui se partagent le pouvoir. Ce n'est pas du tout monolithique, contrairement à ce qu'on oui, raconte. d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière que l'Iran est ciblé, la Russie a failli être ciblée et disloquée pour le même Oui, problème. C'est ça que je veux dire. mais la Russie est toujours ciblée. Et vous voyez, au début de l'opération spéciale en Ukraine, il y a eu un impact de ce ciblage, puisqu'il y a une partie de la nouvelle génération qui a fui la Russie. Maintenant, ils sont massivement rentrés.
Oui, oui, je me doute. Mais vous savez, c'est central parce que quand on parle du scandale Epstein, on parle vraiment de civilisation occidentale qui est vraiment décadente. On ne peut pas le nier. Aujourd'hui, on a quand même une opposition de style entre quand même un mouvement iranien, par exemple, hein, c'est vraiment marquant. Hein. On a un président américain qui attaque sans l'aval du Congrès, donc en ne respectant pas les Mhm. lois de son propre pays, sans déclaration de guerre contre les Non, Iraniens. il avait le droit de le faire si, s'il le fait pour moins de 60 jours. Mhm. Alors, attendez, on peut revenir là-dessus parce qu'il ne faudrait pas que vous donniez quand même que vous couvriez la délinquance américaine sous prétexte de Je ne loi couvre, internationale. non, non, je ne cherche pas à couvrir la délinquance américaine. Je corrige ce que vous disiez. La loi des États-Unis l'autorisait à prendre cette initiative. Oui, mais monsieur Messan, alors, parce que c'est là que je ne suis pas consensuel, c'est quand vous dites par exemple, parce qu'on peut revenir à ça, moi, si je Mhm. caricature Trump, il a bafoué la loi de son pays Non, il n'a pas bafoué. il doit passer par l'aval du Congrès. C'est une Pas obligation. du tout. La loi aux États-Unis lui dit qu'il peut prendre une initiative pour 60 jours et qu'au bout de 60 jours, il doit présenter son initiative au Congrès. Donc, ceux qui disent qu'il n'a pas respecté la loi de son pays se trompent. D'accord, ok. Mais la Voilà. deuxième chose, c'est qu'il a attaqué l'Iran sans déclaration de guerre pendant des négociations, en ciblant le seul type qui était contre le nucléaire dans son pays. Il faut quand même, enfin, je veux dire, et en se vantant d'avoir dupé les Iraniens. On est quand même dans Donc, l'obscénité totale. Ouais, donc là, ce qu'on dit, c'est que il se lance dans une opération stupide. Mais il a le droit de faire cette opération stupide. Tout le monde a le droit d'être stupide. non, mais attendez, il y a quand même des lois internationales. C'est quoi? Attaquer un pays en pleine négociation, en C'est ciblant. pas en pleine négociation. Les États-Unis avaient reconnu la République islamique d'Iran. Ils n'avaient pas à attaquer sans raison cette République islamique d'Iran. Là, ils ont violé leur propre signature. Oui. L'Iran n'a pas d'armes nucléaires militaires. Bon, on est Pas d'accord. l'intention d'attaquer qui que ce soit. Donc, il y a On bien. est d'accord. C'est quand même hallucinant. Parce que pour moi, le comportement de Trump est la signature de la décadence occidentale dans la méthodologie délinquante et de Mais non-respect de toutes les valeurs et de toutes les règles. oui, mais euh, je comprends cette réaction, mais ça ne sert à rien, cette réaction. Moi, je suis détaché, mais il faut quand même avouer qu'il y a un comportement anglo-saxon typique de ne respecter aucune règle et d'entuber les mondes et de se cacher derrière des. Tout à fait d'accord. Voilà, ok, Mais au moins. les États-Unis se sont lancés dans un crime de manière consciente. Ils s'étaient engagés à ne pas le faire et ils l'ont fait. Voilà, point final. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, justement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un constat d'échec au point de vue de l'humanité, au point de vue de l'humanité complète, parce qu'on n'est pas capable d'opposer à la délinquance et à la mafia américaine et à la mafia juive leurs actes criminels. Il n'y a personne au point de vue international qui est capable de bloquer ça, alors que Trump et Netanyahou devraient être traduits en justice, c'est une évidence. Mais ça fait très longtemps que ça dure. C'est bien avant Trump et avant Netanyahou. Oui, sauf que je suis d'accord avec vous, mais quand Bush fait sa guerre, Oui. même s'il se cache derrière des règles et des droits qu'il tord pour aller en guerre, il y a quand même un résiduel politique avec une formation à la juridiction internationale, même s'il le tord. Trump, c'est un affairiste directement qui se passe totalement de toutes les Moi, étapes et qui va directement. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans la décadence américaine, il y a quand même de plus en plus une obscénité pardon, assumée. je vois pas ça comme ça. Je pense que Bush et Blair ont menti à tous les niveaux. Ils ont menti au Conseil de sécurité. Ils ont menti absolument partout sur ce qu'ils faisaient. Que Trump, lui, ne ment pas, mais il fait la même chose. Dire qu'il ne ment pas, il s'est fait élire en prétendant qu'il allait faire l'inverse de ce qu'il a fait quand même. De cette guerre, oui. On Oui, est de cette d'accord. Parce que moi, je dis, est-ce qu'il n'y a pas une naïveté à trouver des excuses à Trump à chaque fois? Parce que il veut le Canada, il veut le Groenland, le Venezuela, c'est sous lui que la Syrie est tombée. Il a mis ses vétos
pour permettre la destruction de la Palestine et la destruction de Gaza. Mhm. Et c'est sous lui que l'Iran a été attaqué directement. Je ne pense pas que le gauchisme américain aurait eu la force d'impact que Trump a donné au sionisme de Netanyahou, hein, pour être honnête. Mais quel gauchisme américain? Je pense que si Kamala Harris avait été présidente, même si je ne défends pas du tout cette Mhm. idéologie, elle n'aurait pas eu la force d'impact que Trump a donnée à Netanyahou pour avancer dans son projet du Grand Israël. Elle n'avait pas Ah non, non, je pense qu'au contraire, Kamala Harris aurait beaucoup plus aidé Netanyahou, parce que Netanyahou s'est arrêté à Gaza parce que Trump lui a tapé sur les doigts. Kamala Harris ne l'aurait jamais fait. Et il reste plus rien à Gaza, ça a été complètement détruit. Je Ah veux dire, oui. c'est une catastrophe. Mais Trump est complice, il a mis ses veto, il a accompagné militairement cette histoire. Euh, il y a Oui, une... oui, mais c'est lui qui a, c'est vrai, hein, mais c'est lui aussi qui a arrêté ce massacre. Comment Netanyahou était prêt à continuer. Il y avait encore 1,5 million de gens qui pouvaient tuer. pour vous, c'est un constat d'échec de l'humanité, cette impossibilité de freiner cette déferlante criminelle? Non, c'est un constat d'échec de l'Occident. C'est l'Occident qui fait ça et l'Occident ne peut pas s'arrêter. Pourquoi vous dites l'Occident? Le monde arabe est complice. Il y a une bonne partie du monde arabe qui est totalement alignée avec le projet du Grand Israël. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens du monde arabe accompagner et aider les Palestiniens? Est-ce que le monde arabe s'est unifié pour lutter contre le sionisme et le satanisme qui s'exprime? Et, écoutez, le monde arabe, il est divisé, mais j'ai vu énormément de, d'Arabes qui sont venus au secours des Palestiniens, bien plus que d'Occidentaux. Le prenez pas pour vous, hein, si je lève la voix, hein. Je Oui, sais, c'est pas par oui, rapport. oui. Mais quand on voit que l'Iran a comme stratégie de taper tous les pays arabes qui abritaient des bases américaines pour permettre Mhm. d'attaquer, on voit bien qu'il y a quand même un islam Coca-Cola, j'ai envie de dire, qui a été planifié au départ pour des raisons de pétrole et qui est totalement Mhm. aligné avec le projet de Grand Israël. Moi, je ne suis pas étonné que les Iraniens leur fassent payer un prix à ces Dubaï, Bahreïn, Émirats arabes unis, c'est-à-dire des mirages du désert qui sont quand même très superficiels et éloignés de la vraie religion de l'islam qu'on peut trouver dans certains pans résiduels, on va dire, qui sont quand même pas la majorité du monde de l'islam. Bon, au moment où nous parlons, en fait, depuis le déclenchement de cette guerre contre l'Iran, il y a un mouvement qui s'est développé dans l'ensemble des États du Golfe, où les gens crient que les États-Unis ont installé leur guerre avec Israël et qu'ils n'en veulent pas. Oui, mais tant que ça ne se matérialise pas par un contre réel au point de vue sur le terrain, ça ne reste que des mots et des postures. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a en Europe qui est différent? Ben, mais moi, je suis pas pro-européen, pro quoi que ce soit. Je dis, le constat d'échec n'est pas qu'occidental. Il y a une complicité du monde arabe et il y a aussi un attentisme d'autres pays qui auraient pu faire quelque chose peut-être en amont pour prévenir ça. Par Ah, exemple, est-ce que, si je vous pose la question, je dis, si mm, avant que Trump ne déplace sa flotte, parce qu'il y a un coût mm. pour déplacer une flotte et on se doutait bien qu'il n'allait pas faire ça pour rentrer chez lui. Si Non, les Russes avaient dit, avant que Donald Trump ne déplace sa flotte, avec les Chinois, si vous attaquez l'Iran, on vous attaque et c'est la guerre, moi je suis persuadé que Trump ne déplaçait pas sa flotte, qu'il n'aurait pas pris le risque. Alors je pose la question, est-ce qu'il n'y et a pas un attentisme, mondialisme, à ce que ce genre de choses se produisent pour aller vers une certaine direction? écoutez, si j'avais été chef d'État russe, je n'aurais jamais dit une chose pareille, D'accord, ok. parce que je n'aurais pas exposé mon peuple. Déclencher une guerre, c'est exposer un maximum de gens. Donc, j'aurais essayé de dissuader Donald Trump de faire ce qu'il faisait, mais pas de le menacer d'une guerre, hein. Vous pensez qu'il faut se laisser intimider par des mafieux et ne rien faire et être devant le fait accompli et juste on peut penser que la stratégie iranienne de taper les pays autour producteurs d'énergie, c'est une stratégie planifiée par les Russes pour accompagner l'Iran dans sa lutte contre l'agression. On peut le penser. Mais Mhm. est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire mieux que ça? C'est ça que je veux dire. Les Russes, ils ont transmis des données satellites à l'Iran qui lui a permis de se protéger très rapidement. Oui.
Bon, mais ils n'ont pas envoyé d'hommes, et ils n'enverront pas d'hommes en Iran, ça c'est sûr. Vous pensez que la stratégie de dire aux États-Unis, si vous attaquez l'Iran avant, hein, le déplacement, ça n'aurait pas fonctionné et que les Américains n'auraient pas reculé? Mais qu'est-ce que si vous étiez le chef d'État en Russie, votre votre première fonction, ça serait de protéger la population russe. Bien sûr, vous diriez, mais si je laisse cette bête féroce dévorer tout le monde à côté de moi, et une fois qu'il aura dévoré les autres, il viendra me dévorer moi aussi. Tout à fait. C'est ce que pensent certains Russes comme Douguin en ce moment d'ailleurs. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, vous diriez, plus loin je les tiens à distance, mieux c'est. La Russie, actuellement, elle affronte l'Occident en Ukraine. Toutes les armes sont fournies par Israël et payées par les Européens de l'Ouest. Toutes. La Russie ne peut pas, à elle seule, ouvrir plusieurs fronts. Ah, mais il y a la Chine avec la Russie. Ils auraient pu s'allier quand même pour faire front, je veux dire. La Chine a construit son armée de manière défensive. Elle ne peut pas projeter son armée en Iran, même si elle aime l'Iran depuis des millénaires. C'est quasiment la civilisation chinoise, l'Iran. Je vais le dire autrement Mm. pour expliquer. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que les BRICS ont été financés par les mêmes qu'ils affrontent pour aller dans un projet quand même Non, globaliste? Non? non, D'accord. Ok. non, Parce que non. on a l'impression que tout va toujours dans le même sens et que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut jamais se laisser intimider par des mafieux et que Oui, à un moment donné, les Anglo-Saxons, il faut peut-être les remettre à leur place parce que personne n'ose jamais le faire et oui. qui mériteraient une raclée quand même. Et Israël, Israël, pour moi, sans les États-Unis, c'est rien du tout, donc j'en parle pas. Mais les États-Unis, ça fait un moment qu'ils méritent quand même de se prendre une raclée. Enfin, excusez-moi de le dire comme ça. Mhm. Oui, oui. Et pour vous, ça doit être, qui est plutôt politicien, qui avait un peu d'épaisseur, vous allez trouver que c'est immature. Mais il y a quand même un sentiment comme ça chez beaucoup de gens de dire que les Anglo-Saxons, ça suffit, quoi. Leur comportement Oui, de- mais il faut être conscient de nos propres forces. La, la Russie, au cours des années, a élaboré sa stratégie face aux États-Unis aujourd'hui. Pour la Russie, les États-Unis, c'est une bête sauvage blessée. Et il faut, c'est c'est Lavrov qui dit ça, il faut les accompagner au cimetière. Il ne faut pas se battre avec eux, il faut les accompagner gentiment au cimetière. et ça c'est la stratégie chinoise aussi, puisque moi j'ai Oui, oui, discuté oui. avec des Chinois qui me disent, quand on parle de Trump, ils disent c'est un vieil homme. Ça veut tout dire, quelque Mhm. part. Ils disent que c'est fini pour le... Mais le problème, c'est que, regardez, Thierry, Lavrov, il a quel âge et Poutine a quel âge? Quand ces gens-là ne seront plus là, moi, je ne pense Mhm. pas que les nouvelles générations de Russes seront du niveau de ces diplomates et de ces politiciens. Je pense qu'ils ont plutôt une inclinaison à aller vers ce formatage globaliste par les technologies. Donc je me dis, est-ce que c'est gagnant dans cette histoire, en fait, de dire, C'est une lutte sur le temps, mais non, je ne sais pas qui va gagner, mais euh, ce que je constate, c'est que la Russie a évité d'être envahie militairement par les États-Unis, qu'elle elle arrive à défendre son territoire, même si on avait prévu de lancer les hordes ukrainiennes contre elle. Voilà, pour le moment, ils tiennent le pari. Mais voilà, ils sont pas capables de résoudre le problème iranien. Oui, ils sont pas capables. et les Iraniens, il faut le dire, n'ont pas demandé d'aide, en plus, n'ont pas accepté d'aide sur le terrain. Oui, oui. Est-ce que vous qui connaissez la culture iranienne, vous pouvez expliquer ce phénomène? Est-ce que c'est par fierté ou par sagesse de ne pas vouloir provoquer une guerre mondiale depuis chez eux? Euh, D'abord, je pense qu'ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Et c'est possible, hein, en plus, hein, peut-être dans le Oui, temps. oui, c'est possible.
D'accord. En tout cas, ils ne vont pas perdre. Oui, parce que vous remplacez l'ayatollah Khomeini, mais il y en a un autre qui arrive parce qu'il pense toujours à un remplaçant. Et on peut pas, Mhm. pour gagner en Iran, il faudrait massacrer la moitié de la population parce qu'elle est quand même très unie. Non, elle n'est pas très unie, mais elle est très déterminée. D'accord. Et même les gens qui sont euh, contre le régime actuel ont la même détermination que ceux qui sont pour ce régime. Vous diriez, quand vous regardez la population iranienne, quel pourcentage soutient le régime religieux et quel pourcentage est plutôt d'un autre bord? Est-ce que c'est du 50-50 ou c'est plus complexe que ça? Alors, moi, je ne peux pas le dire pour une raison simple, c'est que euh, à un moment, j'ai publié quelque chose sur le guide suprême et les liens ont commencé à se froisser un peu. Et puis, euh, le, comment s'appelle, enfin, les prétendus progressistes soutenus par l'Occident ont mené une campagne là-bas en expliquant que j'étais homosexuel et que c'était inadmissible. Et on m'a demandé de ne plus revenir. Oui, disons, il y a le côté religieux est très, très Non, intolérant. c'est pas le côté religieux, ça n'a aucun rapport avec le côté religieux. D'accord. C'est une morale qui a été construite récemment, ça n'est pas la religion. Dans D'accord. l'islam, le nombre d'homosexuels qu'il y a, c'est incroyable. Oui, Mais depuis un siècle, les musulmans sont persuadés que c'est incompatible. Bon, c'est d'accord. stupide, c'est tout. Donc, vous n'êtes pas capable de déterminer si. Parce que tout à l'heure, je dis, si les Américains voulaient se débarrasser du régime religieux, il faudrait se débarrasser de la moitié de la population. C'est parce que Oui, vous oui, oui. imaginez qu'il y a quand même un gros soutien. Il y a quand même au moins la moitié de la population. Très, très gros soutien, très, très gros soutien. Donc, ça veut dire que quelque part, Donald Trump ne fait pas exception à cette euh, incapacité de comprendre réellement ce que sont les populations qu'ils agressent, quoi. Mais je pense que les États-Unis en général ne peuvent pas comprendre les autres peuples. Ils n'en sont pas capables. C'est une chose très, je dis, très française. Vous savez, quand un Français part en vacances à l'étranger, il s'intéresse toujours à la manière dont les gens vivent dans cette région du monde. Ouais. Alors que l'Américain Et, cherche un McDo. hein, et quand la France a été colonisée des pays à l'extérieur, les soldats français se mariaient avec les gens. Oui, on a vu ça. Toujours. Les Indiens étaient le sujet de Sa Majesté, enfin, du roi, par exemple en Amérique. Oui, les Indiens étaient sûrs. Oui. Alors, les soldats français se sont mariés avec des Indiens. C'est pour ça que les Sioux ou les Hurons parlaient le français. Oui, oui, Mais jamais des soldats britanniques se sont mariés avec des Indiens. Jamais, jamais, jamais. c'est une question aussi de culture catholique et de culture protestante et de différence de. Non, non, c'est quelque chose essentiel dans la culture française. Il y a une meilleure compréhension de l'autre. On s'est toujours intéressé à ce qu'étaient les autres. Tandis que les anglo-saxons, c'est du formatage à ce que les gens soient convertis à la même chose qu'eux. Non, les anglo-saxons ne se mêlent pas à ces gens-là. C'est différent. On ne s'en mêle pas. Nous, on fait du fric et eux, juste, ils sont là pour être exploités. C'est tout. D'accord. Ok. Et ça crée toutes les catastrophes militaires qu'on voit dans les Oui, oui, planifications de guerre contre des oui, populations qui ne oui, comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre de toute façon. oui.